Je suis présent Fabien Orsioli, Josiane Pactalafaille, Nicolas Boisseau, Dolores Petro, Patrick Collin, Colette Lopez, Jean-François Girard, Sandrine Foucault, Emmanuel Dupuis, Marie-Thérèse Tarelli, Bernard Flichy, Isabelle Hamel, Laurent Roblet, Bruno Ouvrard, Christophe Blanchard, Jackie Bouin, Lydia Rocher, Sophie Verseux s'est excusée, pouvoir à Josiane, Émilie Fruitier, pouvoir à M. Poisson. Excusée, et c'est donc toi qui l'as, Nicolas. Aline Boutefeu, Mélanie Rabotin, Valentin Larcher, pouvoir à Emmanuel Dupuis, Joanne Paulin, Johanna Dubois, Jules Théoclair, et Pierre Lebeau m'a donné. Excusez, il m'a donné ce. Non, je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas reçu. C'est pas grave, vous avez quand même. Largement. Donc l'ordre du jour ce soir, l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 avril 2024, la désignation d'un secrétaire de séance, et puis on passera à des sujets d'urbanisme, notamment le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire le PADD, le plan local d'urbanisme intercommunal du PLUI. On a eu une réunion hier, pour ceux qui ont pu venir, justement, où on a eu ce débat. La dénomination du square Louis Chevalier sur la commune déléguée de Liguillon-sur-Mer, la dénomination de la salle des fêtes Maurice 1100 sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Nous irons après, et c'est Patrick Collin qui nous dira ses délibérations, notamment pour des cessions de terrain et de bâtiments, cessions de terrain sur rue de l'Arac, en zone d'activité pour la communauté de communes sud-ouest des littorales, la cession ancienne, de l'ancienne école de musique, et la cession d'une parcelle de terrain nu qu'on a à la section AK 253P. On verra ça tout à l'heure. L'acquisition aussi de terrain et de bâtiments auprès du budget général du terrain pour le lotissement des OIA. Pour la vie éducative, c'est Sandrine qui sera à la manœuvre et qui nous parlera de l'organisation du rythme scolaire dans les écoles de l'Aiguillon-la Presqu'île. En matière d'environnement, c'est Jean-François Girard qui nous parlera du lancement d'une concertation des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Et puis, il poursuivra par la convention 4 2024-2026 pour l'accueil du public en forêt domaniale avec l'ONF. Pour les finances, Bruno Ouvrard nous parlera de l'affectation de résultats 2023 du budget général, de décisions modificatives sur le budget général et les budgets annexes, il y en aura plusieurs, de l'annulation de titres au budget annexe du port, et puis, des ports, et puis l'adhésion à l'organisme Village et Ville Sage. Non, c'est Jean-François Girard qui parlera de ça, excusez-moi. Pour les ressources humaines, je vous parlerai de la création de postes et puis de recours au contrat d'apprentissage. En matière de culture, c'est Dolores qui nous parlera de la médiathèque. Et puis pour la santé, on reviendra là, Jean-François, pour parler de beaux professionnels, notamment pour la maison de santé. Et c'est Nicolas qui achèvera tout ça avec un avenant numéro 1 de l'entreprise IDVRD pour l'aménagement du centre-ville de la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Je vous propose de nommer, d'élire le secrétaire de séance qui serait M. Jules Théoclair, qui est désigné en qualité de secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Et puis nous allons commencer tout de suite par le sujet du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Juste l'ordre du jour. C'est stressant. Ok. Donc, hier, vous avez pu entendre que... Ah oui, il faut approuver le PV de la dernière fois. Est-ce que, généralement, on le lit à chaque fois?
et tout le monde dit qu'il n'y a pas de question, il est d'accord, etc. Est-ce que vous avez entendu la dernière fois le conseil municipal? Est-ce que vous avez reçu le PV, chacun d'entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué qui porterait à poser une question aujourd'hui? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Ben voilà, on va faire comme ça maintenant. Et je disais qu'on passe à la première de nos délibérations de la soirée, notamment pour ce fameux débat sur l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durable, du plan local d'urbanisme, et cette fois-ci intercommunal. On a eu hier soir, pour ceux qui pouvaient être là, et vous étiez nombreux, un débat sur ce sujet avec un agent de la communauté de communes qui voulait justement nous l'exposer. Ceux qui ne pouvaient pas venir ont reçu ce débat, vous pouvez encore le compulser et le lire, et notamment si vous aviez des observations, il nous a été dit hier que vous pourriez encore les porter. Je vais juste vous rappeler qu'il y a plusieurs axes de ce PADD qui a nécessité pour ces orientations générales, en tous les cas, beaucoup de travail de la part des élus de la communauté de communes, avec les services de la communauté de communes, qu'on remercie, et les 4 axes qui visent notre territoire à l'échelle du PLUI, c'est d'aller vers un territoire qui répond aux besoins des habitants et des usagers, notamment pour ce premier axe sur 3 points, c'est-à-dire renforcer le rôle des polarités dans la structuration du territoire et favoriser le maintien des niveaux d'équipement et de services dans les communes rurales, offrir à tous les possibilités d'accéder à un logement et satisfaire leur parcours résidentiel, répondre aux enjeux de mobilité du territoire et travailler sur les problématiques connues. Ça, c'est pour le premier axe, qui est de dire, voilà, comment on répond aux premiers besoins des habitants et des usagers de notre territoire. Et puis, le second axe, vers un territoire qui consolide ses atouts et affirme ses ambitions. Alors là, on a 4 items, notamment prévoir un accueil de population et de production de logements en lien avec les objectifs du SCOT. Je vous rappelle que pour ceux qui arrivent, le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale, je m'appelle maintenant, et du PLH. Le PLH, c'est le plan local d'habitat sud-vendée littorale. Structurer le développement économique du territoire autour de zones d'activités économiques attractives et valorisant le sud-vendée littoral. Et puis conforter et maîtriser les dynamiques touristiques, en particulier sur le secteur littoral, accompagner les activités agricoles, viticoles, mais aussi conchylicoles. Troisième axe, vers un territoire qui s'inscrit dans l'anticipation des changements climatiques, et ça nous concerne, donc l'idée est d'intégrer le risque au cœur des choix qui se font sur le territoire, réduire la consommation foncière en favorisant le réinvestissement des tissus urbains existants, augmenter la production d'énergie renouvelable et diminuer la consommation d'énergie, en général, créer les conditions de préservation de la ressource en eau. Et puis le dernier axe, c'est vers un territoire rural aux richesses préservées, qui est le socle de notre identité. Alors je ne sais pas si le mot est le plus adéquat, je ne sais pas, on se pose la question hier. Et l'idée est de préserver et s'appuyer sur les 4 structurantes du paysage pour construire le projet. Alors les 4 structurantes, j'ai imaginé qu'il manquait un mot et que c'était les 4 géographies structurantes de notre identité, c'est-à-dire à la fois le bocage, le marais, les plaines et puis le littoral. C'est aussi d'aller vers un patrimoine bâti et qui soit protégé, et puis faire des continuités écologiques, la colonne vertébrale du territoire, c'est-à-dire respecter nos écosystèmes, notre biodiversité, et tout ce qui nous rend si particuliers et en devenir une pépite territoriale. Voilà, il vous est donc proposé, vous a été proposé d'ouvrir le débat, qui c'était ouvert hier, et l'idée est de clôturer, on ne vous demande pas d'aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est de clôturer le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal, et puis de prendre acte des échanges qui ont eu soit hier, soit lors des différentes réunions publiques qu'il y a eu jusqu'à présent sur les orientations générales du projet, et puis de dire que la tenue de ce débat est formalisée
par la présente délibération. Je le redis, si vous aviez, ou si vous avez des observations à apporter à ce document, qui est quand même fondateur, je rappelle que un plan local d'urbanisme intercommunal, comme un plan local d'urbanisme, il est composé de deux éléments. Il y a d'abord l'aspect philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que les pères fondateurs, on va dire, ou les mères fondatrices, veulent pour ce territoire sur les 10 années qui viennent. C'est les grandes orientations, c'est la philosophie que l'on veut pour ce territoire. Et puis, une fois qu'on a établi cette philosophie, c'était le PADD, eh bien, on arrive à la deuxième partie de la construction de cette planification locale d'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire le règlement. C'est-à-dire, voilà ce qu'on veut pour notre territoire, et bien on va se donner des règles pour l'atteindre. Donc on n'en est pas du tout au règlement, on en est à, voilà l'idée qu'on a voulu pour notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions, mais ce n'est pas tellement des questions, c'est est-ce qu'il y a des observations complémentaires ou supplémentaires à celles qui ont déjà été données? Certains d'entre vous ont déjà contribué, Patrick Collin a contribué, j'ai contribué, Fabien Sury a contribué, les services ont contribué pour que justement tout ça fonctionne. La santé en son temps avait contribué aussi. Est-ce que les professionnels de la mer ont contribué puisqu'ils ont été complètement intégrés dans ce plan. Ils ont travaillé d'ailleurs, ils ont même sorti un guide, là, on sort un guide. Voilà, tout le monde a contribué beaucoup pour ce document qui nous est commun. Est-ce que vous avez des derniers apports à apporter? On compte la suppression de la parenthèse. Alors je pense que ça, il faut le noter. Je pense que c'est une observation qu'il faut noter. Alors il y a une parenthèse dans... Dernière phrase de la page 11. Oui. Dans la dernière phrase de la page 11, on donne trop de précisions sur les activités liées à la mer, liées aux activités liées à la mer. On parle de tourisme de mémoire, on parle de port, de nautisme, et à partir du moment où vous commencez à citer, ce que vous ne nommez pas, c'est que ce n'est pas autorisé. Donc il vaut mieux rien dire et dire toute activité liée à la mer. Surtout que ça me concerne considérablement. Il y avait ça, et je crois que c'est tout ce qu'on avait ajouté hier. Voilà. Oui, on avait fait des remarques un petit peu sur ce que ça, à quoi ça correspondait, à quoi ça amenait. Ouais. C'est-à-dire le nombre de constructions par commune, en fait. Hein, et c'est là où ça peut, à certains, poser des problèmes. Moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu le principe, c'est-à-dire voilà, qu'on limite les zones constructibles, ok, mais qu'on limite aussi le nombre d'habitats. Et on parle bien de logements, d'habitats, pas uniquement des maisons, hein, d'habitats à un certain nombre par commune. Pour certains, nous, bon, quand on divise par le nombre d'hectares qu'on a disponible, une réseau de 25 par hectare, bon, ça va aller, mais pour certains, ça risque d'être très rigide. Je trouve que la remarque de Bruno, elle est très intéressante. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est aussi comment on habite ce territoire. C'est pas simplement comment on le vit, qu'est-ce qu'on y fait, l'économie, comment on se déplace, la mobilité. C'est aussi, effectivement, comment on habite ce territoire. Et donc, cette planification, comme le PLU, le plan local d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal, a les mêmes prescriptions. C'est-à-dire que s'impose à lui exactement ce qui s'impose déjà au plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que quand vous avez voulu construire votre maison, on vous a dit, le PLU, il dit que vous pouvez pas, et puis au-dessus, d'un seul coup, on dit, ah oui, mais attendez, le PLU, il y a ça, mais au-dessus, il y a le SCOT, au-dessus, il y a le SRADET, au-dessus, là, maintenant, on va voir le PLUI, et au-dessus, il y a le PPRL. Donc, si le PPRL n'autorise pas, tout ce qu'autorise le dessous, c'est le PPRL qui prévoit. Et maintenant, en matière d'habitat, il y a le ZAN, le zéro artificialisation. C'est-à-dire que d'ici 2035, on ne doit plus imperméabiliser les sols. Alors, c'est même pas ça, c'est pire. Non, déjà, on ne doit presque plus faire. Mais ce qu'on imperméabilisera après 2035, on pourra le faire à condition qu'on désimperméabilise un autre terrain. On devra être neutre.
C'est-à-dire tout ce qu'on se construit ne devra pas augmenter l'artificialisation des sols sur le territoire français. Alors évidemment, dit comme ça, c'est chouette, c'est super. Pour les agglomérations, on voit bien le truc, hein, pour éviter de tout bitumer, faire en sorte que l'eau puisse s'imprégner, être filtrée par la terre, etc., et éviter les drames. Quand vous êtes en ruralité, c'est pas la même chose. Et on se retrouve à avoir une loi qui s'impose à l'ensemble de la population française, à l'ensemble des collectivités, et notamment des communes de France, où nous sommes assez légions de maires de la ruralité à trouver complètement mal pensée cette loi qui fait qu'au bout d'un moment, comme le dit Bruno, il y a des communes qui n'auront plus de capacité à se développer pour leur habitat. Et dans le même temps, on demande à ces mêmes maires ou ces mêmes responsables de territoire de faire en sorte d'accueillir des entreprises pour éviter qu'elles soient toutes concentrées sur des lieux de grande agglomération, de métro, Paul, et faire en sorte de répartir sur l'ensemble du territoire notre activité économique et surtout de réindustrialiser. Et quand vous réindustrialisez, vous créez des emplois, mais ces emplois, il faut loger les gens qui les prennent. Et donc, dans notre territoire, on se retrouve, je vous donne un exemple, avec un service économie de la communauté de communes qui est en capacité très prochainement d'amener 420, 430 emplois supplémentaires, ne serait-ce que sur la Saint-Hermine et Luçon. 430. Et on n'a pas le nombre de logements pour pouvoir les loger. La loi ne nous permet pas. Donc vous voyez, il y a des incohérences. Et dans notre cas, il y a des communes qui, sachez-le, n'auront le droit de construire que 2 ou 3 logements par an. Je dis bien 2 ou 3 logements par an. Alors, nous, on est plutôt bien lotis, parce que malheureusement, on n'a plus de foncier, constructible, ou pratiquement plus, et que malgré ça, voilà, comme on a redonné beaucoup, on avait une capacité A, mais en tout cas, je crois que c'est 200 logements, on a un droit à 200 logements. Donc, on prie tout ce qu'on a, tous les coups partis, puisque je vous annonce, avec un plaisir non dissimulé, en tout cas, un vrai plaisir, que nous avons enfin, après 4 ans, 3 ans, de bonnes nouvelles pour notre PC, enfin pour le permis de construire de la résidence Tesson, Sherwood, 5 étoiles, qui pourra héberger aux amourettes, tous ceux qui vont faire des colloques, qui vont passer des vacances. Enfin, voilà. On vient d'avoir la confirmation que d'ici une quinzaine de jours, toutes les autorisations sont données. Il nous manquait les autorisations de pompiers. Donc voilà. Et donc là, il y a beaucoup de logements, mais tous ces logements ne comptent pas dans les 200 logements dont je vous parle. On garde notre stock. Pourquoi? Parce que c'est une résidence de loisirs qui a donc une seule adresse et qui rentre dans le stock de la communauté de communes. Donc ce qui fait que nous, on garde tout notre stock, on est à 3,6 hectares de potentiel de construction, et je vous assure, pour aller les chercher, il faut s'accrocher. Donc on est plutôt bien, on fait partie des communes qui s'en sortent très bien. Pour autant, il a fallu faire attention à ne pas s'enfermer dans des circuits qui auraient pu être dangereux pour nous, notamment sur le recul du trait de côte, notamment sur, et c'est pour ça qu'on a inscrit les communes dans le décret de l'érosion, enfin du recul du trait de côte. Il y avait quoi comme autre sujet? Il y avait le trait de... Ouais, bon, voilà, on a décortiqué tout ce qu'il fallait pour être bien. Et on s'en sort très très bien. On s'en sort très bien. Et c'est vrai, comme dit Bruno, il y a des communes qui malheureusement ne s'en sortent pas aussi bien. Pas à cause du maire ou de l'équipe municipale, mais parce que les données ne vont pas pour eux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc ce que je vous propose, je crois qu'il appartient nous appartient de délibérer ou pas? Parce que là, on délibère pour clôturer un débat. C'est une délibération. Très bien. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer pour clôturer ce débat.
Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci. Autre délibération, notamment celle pour dénommer un square, celui qui est derrière la mairie. Je vous propose de... Je vous informe d'abord que les membres du conseil municipal, il leur appartient à chacun de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. Notamment la dénomination des voies communales, elle est principalement tout ce qui est caractère de rue, de square, de place publique, eh bien c'est laissé au libre choix du conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même. Et je propose de dénommer le square situé à proximité de la mairie déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer, où se trouve le monument aux morts. Je vous propose eh bien, de l'appeler, de la nommer Square Louis, de nommer ce square Louis Chevalier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde sait qui est Louis Chevalier? Je vais... Ah, pardon. Si, mais c'est bien. Mais c'est Déjà, bien. je n'avais pas appelé Louis l'autre jour. Donc, Est-ce que tout le monde sait qui est Louis Chevalier? Non, tout le monde ne sait pas qui est Louis Chevalier. Louis Chevalier, il est né le 29 mai 1911. Il est né à l'Aiguillon-sur-Mer. Et il est mort le 3 août 2001. Et c'était un historien, démographe, qui a notamment écrit un chef-d'œuvre, pour ceux qui habitent ici. Relais de mer. Absolument, les relais de mer. Et les relais de mer, c'est l'histoire de... Ça commence, c'est l'histoire d'un village, mais en fait c'est l'histoire de nos villages, à la veille de la guerre de 14 et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux étapes. Et c'est super intéressant parce que c'est riche d'émotions, parce que vous lisez des noms que vous connaissez encore, hein, c'est-à-dire des noms des arrière-petits-enfants ou des petits-enfants. Vous lisez des noms qui vivent encore. Donc c'est notre histoire et c'est sur une idée originale d'Isabelle, voilà, qui a dit « et si ?» Et on a tous dit « bah oui ». Donc merci Isabelle. Et Louis Chevalier, on formera quand même la famille. De l'autorisation. Juste un mot. Bon, il est né à l'Aiguillon et enterré à l'Aiguillon. Oui. Et il a été prof au Collège de France. Il y a au-delà du livre. Cinéaste aussi, hein. Livre, Cinéaste très connu. une activité académique très remarquable. C'est un vrai historien. Vrai historien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Et bien voilà, nous avons un square qui est maintenant nommé le square Louis Chevalier. Et puis on va passer à une autre délibération qui va un peu dans le même sens. Je vais vous proposer de nommer la salle des fêtes de l'Aiguillon-sur-Mer la salle Maurice Milsan. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que si j'ai l'honneur et le privilège de vous proposer ça, aujourd'hui, de nommer la salle des fêtes de l'Aiguillon-sur-Mer la salle Maurice Milsan, c'est parce que cette proposition est bien plus qu'un simple acte administratif, elle est une reconnaissance méritée pour un homme dont la vie entière a été dédiée au service de notre commune, au service de ses habitants. Maurice Milsan est un homme aux multiples talents et engagements. Après un CAP de menuiserie, puis de charpente et un brevet de maîtrise, il crée en 1973 son entreprise de menuiserie, charpenterie et ébénisterie, ici même, à l'Aiguillon-sur-Mer. Sa passion et son savoir-faire le mènent à être sélectionné d'ailleurs au niveau régional pour le prestigieux concours du meilleur ouvrier de France. Mais Maurice Milsan ne s'arrête pas là. En 1983, il devient conseiller municipal, puis adjoint en 1989. Et c'est en 1995 qu'il est élu maire de l'Aiguillon-sur-Mer pour la première fois, un poste qu'il occupera avec dévouement pendant 25 ans. Sous sa direction, notre commune a connu de nombreuses transformations positives. Il a supervisé l'agrandissement de l'EHPAD Paul Bouillet, dont on parlait tout à l'heure avec les membres du CCAS. Il a été à la manœuvre aussi sur la rénovation de la place du docteur Giraudet.
intégrant habitation et commerce à l'époque. Il a également dirigé la modification et l'agrandissement de cette salle des fêtes, notre salle des fêtes, donc je vous propose aujourd'hui de porter son nom. Et Maurice Milsan a aussi été à l'initiative de l'aménagement et de la protection du port, ainsi que de la construction de la digue, allant du port à la pointe de l'Aiguillon. Son esprit innovant et festif a conduit à l'organisation des premières fêtes du port en 1998. Et pour ceux qui ont connu ça, ça a intégré des vieux gréements à la festivité, c'est sympa. Et en parallèle de sa vie professionnelle et de son engagement local, eh bien, Maurice a étendu son influence au-delà des frontières. Il est devenu membre assesseur de la CCI en 2000, puis vice-président en 2005. Et il a ensuite été élu président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée en 2010. Et c'est sous son leadership qu'il a initié de nombreuses actions humanitaires en Afrique, particulièrement au Bénin, au Cameroun, au Togo, où il a contribué à ouvrir des garages, former du personnel, envoyer du matériel pour des salons de coiffure, et aider aussi à l'ouverture de bibliothèques. Et pour ces actions, Maurice Milsan a été honoré par l'Ordre national du mérite en mars 2014, ainsi que par la Ligue universelle du bien public à l'UNESCO en décembre 2014. Et ces nombreuses réalisations témoignent de l'engagement profond de Maurice Milsan pour le bien-être de notre communauté et de son influence positive bien au-delà de notre commune. Et je trouve que nommer la salle des fêtes de l'Aiguillon-sur-Mer la salle Maurice Milsan est une reconnaissance juste et appropriée de cet homme exceptionnel qui a consacré 37 ans de sa vie au service de notre commune et de son rayonnement. Et je vous invite donc, chers collègues, à soutenir unanimement, si c'est possible, cette proposition pour que l'énergie exemplaire de Maurice Milsan nous inspire, rappelant à tous son dévouement inébranlable et ses contributions que je considère inestimables. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je crois lui demander son avis, quand même. Je lui ai demandé son avis. Pas de remarques, pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci. Je vous propose donc d'autoriser la dénomination de la salle des fêtes de l'Aiguillon-sur-Mer, salle Maurice Milsan, et de me donner mandat pour signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire. C'est une bonne chose. Je vais, si vous le voulez bien, maintenant, puisqu'on va aborder l'urbanisme, et je pense qu'il faut que chacun de ceux qui sont en responsabilité pendant ce mandat, mais sur leur commission, porte les délibérations qui concernent justement le sujet ou l'item. Et je vais proposer à Patrick Collin de porter les 3 prochaines délibérations. Donc, vous voyez le petit point rouge, c'est un terrain qui actuellement se trouve dans la zone artisanale. C'est pour ça que la cession elle est faite au profit non pas d'un particulier, mais au profit de la communauté de communes qui ensuite revendra aux particuliers. Donc cette vente de terrain permettra à l'entreprise Grain d'Épi à se développer. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre du développement de la commune. Donc il est proposé de céder le terrain qui fait 80 m² au préfixé des domaines de 44 000 € hors taxe. Et le terrain attenant d'une surface de, qu'est-ce que j'ai dit, 780 m², environ estimé à 17 € le mètre carré, ce qui fait 13 260 € hors taxe, et donc qui porte la vente à 57 260 €. Voilà. On vote et on décide, on veut les décisions après. Oui. Non, on va le voter maintenant. Ouais. On va le voter maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Cette question, juste, je voudrais remercier aussi Fabien Sury qui, sur cette affaire, a beaucoup travaillé. Ce qui permet de garder, plutôt pas de garder, mais de faire venir une entreprise chez nous, et en plus des jeunes producteurs. C'est bien. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient?
Qui est contre? Eh bien voilà, merci. Deuxième délibération pour Aurélie. Patrick. Donc, cession d'un immeuble, 1 rue des Bécassines. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la salle de la musique. Donc, ça, c'est plus simple. Donc, au regard de la politique de développement et d'aménagement, la commune a souhaité mettre en vente l'immeuble sur le terrain attenant, donc la salle de musique, dans le cadre de réaménagement de la zone commerciale afin de spécialiser la vocation de la zone et apporter une plus grande cohérence aux activités présentes sur ce périmètre en déplaçant à cet endroit le Furenarium qui sera lui repris par Super U. Voilà, donc en fait il déménage, il se met à la salle de musique. Super U récupère la partie du Furenarium. Donc monsieur et madame Vaury ont fait part de leur intérêt pour acquérir le bien situé dans les Bécassines, soit la parcelle cadastrée AK 287 de 1252 m² et de 289 m², et la parcelle 289 de 856 m², ce qui leur permettra de développer leur activité indépendante de la zone d'activité. Donc là, on lui vend directement parce qu'on n'est pas dans la zone d'activité. Donc après négociation, il est proposé de céder l'immeuble au prix de 161 700 €, sachant que les domaines avaient estimé le bien à 147 000 €. Pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les réunions depuis 2 ans sur ce sujet-là, ça peut paraître un peu nébuleux. L'idée, c'est quoi? On a sur la zone du Super U, depuis 2 ans, un gros travail qui est fait par le propriétaire du Super U et par aussi l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont sur la zone, qui se disent voilà, comment on pourrait réaménager tout ce site parce qu'il est vieillissant. Et la population, et même eux, ont envie d'avoir un nouvel outil, un Super U un peu différent, un peu recalibré, avec des nouvelles offres. Derrière, on a aussi 2 autres magasins un autre magasin qui lui aussi veut s'agrandir, veut prendre une autre dimension. Et ils sont un peu étriqués, et on le sait, sur notre territoire, les terrains, les fonciers sont prescrits par les prescriptions PPRL qui ne leur permettent pas de faire grand-chose. Et donc, des solutions, alors beaucoup d'architectes ont travaillé sur le sujet, notamment celui du système U, leurs équipes, et ils sont arrivés sur des possibilités, mais qui nécessitaient, notamment pour le Super U, qu'il ait plus de place en arrière de la surface actuelle pour pouvoir stocker un peu différemment que ce qu'il le faisait aujourd'hui, et dans des conditions plus sécurisantes. Pour ça, le recul nécessitait à ce que Fabrice Vaury puisse céder, dans un premier temps, une partie de son exploitation, et puis petit à petit, en parlant, Fabrice Vaury a dit attendez, moi je peux même partir, mais il faut me retrouver quelque chose sur la commune, il faut rester sur la commune. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et avec les autres propriétaires derrière, qu'on a une réflexion à 3 chefs d'entreprise, qui, avec les services techniques de la mairie, le département, les services instructeurs, les services aussi instructeurs des risques de l'État. Et voilà, on a construit une réflexion depuis 18 mois, on va dire, qui maintenant nécessite, pour pouvoir la mettre en œuvre, et avoir vraiment un quartier complètement, c'est pas un quartier, une zone économique et commerciale complètement repensée, redynamisée, revalorisée. Là, pour pouvoir l'obtenir, ça nécessite des transactions immobilières, dont celle-là, pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise Vaury puisse se délocaliser un peu et laisser de la place à ceux qui veulent s'étendre et offrir plus de services à la population. Voilà pourquoi cette vente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'acteur privé vient voir aussi l'acteur public en disant nous on peut faire ça, on peut investir beaucoup, mais est-ce que le public peut nous donner un coup de main, non pas forcément financier, mais d'aménagement, de possibilité d'aménagement. Voilà, je venais juste le... Oui, il déplace bien tous les taxis aussi. Oui, oui, tout. C'est surtout une refonte du funérarium qui va. Ah, oui. C'est surtout aussi les camions pour reculer que ça Il faut faire quelque chose de beaucoup plus top. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est
Ça servait beaucoup de salle de réunion, un petit peu de salle de réunion, la salle de nuit. Ouais. Plus trop de En fait, bureau de vote aussi, parce que c'était une salle qui servait, elle a servi. Donc maintenant, on va se rabattre sur d'autres salles qui aujourd'hui n'existaient pas comme salle, parce que, je donne un exemple, la poste de la Faute, qui aujourd'hui est vide. L'ancienne bibliothèque, aujourd'hui est vide. Enfin, voilà, il y a plein de salles où on a bien vu qu'on va se réapproprier. Et le bureau de vote de quartier, il peut se déplacer où? L'école, je pense, l'école ou le gymnase, mais la cantine. Pendant le Covid, c'était à l'école, oui. D'autres questions? Non? Alors on passe au voir. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et puis maintenant, un transfert. Transfert ou cession d'une parcelle de terrain nu aussi. Ah bah oui, tu as raison. Donc, dans le cadre du développement de la commune, toujours, la commune souhaite céder à M. Cyril Ricard un terrain près de 11 500 m² afin d'y édifier un bâtiment de stockage dans le cadre d'une activité de négoce fourragère. Bon, il est proposé de céder l'immeuble au prix fixé par des domaines, soit 17 250 €. Donc là, on est sur du terrain agricole, donc avec un hangar dessus. Voilà, donc on lui cède tout pour qu'il continue son activité, en lui faisant un hangar. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Et on passe cette fois-ci au transfert. Voilà, donc transfert de terrain, lotissement des Zoya. Voilà, près de l'école. Voilà. Voilà. Donc les travaux devraient démarrer fin 2024, donc travaux non pas des maisons mais de l'aménagement du lotissement, donc les routes et les réseaux. Le budget lotissement font l'objet d'une comptabilité de stock. Il précise qu'il y a lieu de transférer donc les terrains d'assises de ce futur lotissement et avoir des parcelles du budget général vers le budget annexe. Donc c'est vraiment un transfert de ligne. Donc il propose de prendre en compte l'avis qui avait été émis par le service des domaines lors du démarrage des études, à savoir 27,62 € le mètre carré. La surface globale à transférer est de l'ordre de 5 165 m², ce qui représente un montant de 142 657,30 €. Oui. Donc ce lotissement, on a déjà des acheteurs ou pas sur les ouais. Déjà 3 potentiels acheteurs sur les 7, 9 lots. 9 lots. Ouais. En fait, c'est 7 plus 2. On est sur les clients, côté de l'école. Ouais. En fait, c'est 7 sur la partie qu'on connaît, et il y a 2 autres qui viennent chercher l'école. Les deux du bas. Les deux qui sont assurés en bas, en fait, sont les deux lots surnuméraires. Ce sera un lotissement communal. Ce sera un lotissement communal. Hein. C'est nous qui. Des questions? Oui, je vais faire remarquer, puis je viens de le faire remarquer. Il y avait déjà eu un budget qui avait été ouvert pour ça sur la commune de l'Aiguillon, il y a, avec des sommes affectées dessus, il y avait 16 500, je ne sais plus trop. Les études. C'est les études, hein, c'est que ça. C'est que les études. Ouais, tu vois, c'est pour ça que ça date. Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Contre, de voir. Merci. Maintenant, on va passer à Sandrine qui va nous parler de l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles de l'Aiguillon-la-Presqu'île.
Alors, les 2 écoles de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île avaient sollicité le retour de la semaine d'enseignement de 24 heures sur 4 jours, donc soit 8 demi-journées, et souhaitent maintenir cette organisation. Donc, on doit en fait, le conseil d'école a proposé l'organisation du temps scolaire selon les modalités ci-dessous. Donc l'école Jacques Maury de l'Aiguillon, donc pour la maternelle, 8h45, 11h45 pour l'enseignement, suivi d'une pause méridienne, puis 13h30, 16h30 pour l'enseignement, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour l'élémentaire, il y a juste un petit décalage d'un quart d'heure, donc 8h45 midi pour l'enseignement, pause méridienne, puis 13h45, 16h30. Ensuite, pour l'école publique de la Faute-sur-Mer, donc maternelle et élémentaire, c'est les mêmes horaires. 8h45, 11h45 pour l'enseignement, la pause méridienne, puis 13h15, 16h15. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On va revenir à Patrick pour le lancement de concertation des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. J'ai essayé de résumer pour que tout le monde comprenne, parce que ce n'est pas forcément évident. Juste vous parler de la loi d'accélération des programmations de l'énergie renouvelable, qui a été publiée en mars 2023 et qui a mis en exergue la nécessité de planifier le développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs nationaux. En fait, c'est tout ce qui peut apporter des aides pour inciter les gens à essayer de mettre en place des énergies renouvelables. Donc, pour ce faire, la loi a instauré des zones d'accélération d'énergie renouvelable. On ne donne pas les signes. Il s'agit de zones non exclusives pour les énergies renouvelables terrestres, au sein desquelles la création de l'installation des infrastructures seront facilitées. Donc les communes doivent faire des secteurs qui seront retenus, où on aura le droit d'installer ces énergies renouvelables. Donc en fait, aujourd'hui, le but, c'est de voter pour que l'on fasse une concertation, et surtout le mode de concertation. La commune de l'Aiguillon, de ce cadre-là, a souhaité proposer des zones d'accélération d'énergie renouvelable en gardant 3 principes. D'abord, l'ensemble des surfaces de toiture existantes pouvant potentiellement accueillir du solaire voltaïque, tous les toitures. Pour le secteur du petit communal ou du grand communal, pour la prise en place des hangars techniques de SCOTA, donc tous les hangars pourront potentiellement se voir attribuer s'ils le souhaitent, des panneaux photovoltaïques. Et surtout, les terrains communaux pourront accueillir des ombrières photovoltaïques, ce sera le cas du parking dans la salle. Par contre, la commune n'a pas souhaité proposer des terrains agricoles, ce qu'on appelle l'agri-photovoltaïque, pour ces installations de panneaux photovoltaïques. Donc, comme au sol. Donc, en fait, prendre des champs ou ce qu'on veut pour mettre des panneaux photovoltaïques. Donc, l'objet de ce vote est de définir les modalités de la concertation du public. Et donc, on vous propose, d'organiser une réunion publique de présentation des zones, donc ce sera sous forme de carte, elle existe déjà d'ailleurs, et 2, de mettre à disposition du public pendant 30 jours, en format électronique et en format papier au niveau de la mairie, où les gens pourront consulter et puis émettre leur avis. Donc à l'issue de la concertation, un bilan des contributions sera présenté et les modifications des propositions de zonage pourront être examinées et débattre au sein du conseil municipal. Donc c'est là-dessus qu'on vous demande de voter, c'est la méthode dans laquelle on va faire la consultation publique. On ne parle que de solaire? Non, Non, méthanisation. Non, c'est tout, hydrolien, éolien, tout. Bon, chez nous, il n'y a que du solaire. Dans notre commune, Sur la géothermie aussi. ou géothermie, oui. Sur du particulier, l'autorisation d'avoir de l'éolien en particulier ou des choses comme ça? Pas sur des grands mâts, mais tu les as sur des cheminées, mettre dans des moulins, en fait, qui vont se mettre à la place des cheminées, qui sont extrêmement discrets. Ça marche. D'autres questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre?
merci. Alors, cette fois-ci, c'est Jean-François qui vient nous parler justement de la convention 2024-2026 avec l'accueil du public. Vous savez donc que la forêt domaniale de Longeville, qui couvre 1225 hectares, qui commence à la Pointe d'Arcet, mais qui finit effectivement à Longeville, et je le dis dans ce sens-là, n'est-ce pas, constitue par sa situation littorale un espace naturel particulièrement riche écologiquement et attractif pour le public. Pour répondre à la demande sociale croissante, sans compromettre les fonctions écologiques de la forêt et de la dune, l'organisation de l'accueil du public est indispensable. Les équipements touristiques réalisés en forêt avec l'aide des différentes collectivités locales répondent aux usages multiples demandés par le public. Conscient de l'intérêt et de la nécessité d'unir leurs efforts en ce sens, l'Office national des forêts, qui est gestionnaire, l'ONF, et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île signent une convention cadre couvrant 3 ans, 2024 à 2026, de partenariat pour des investissements et la maintenance de ces équipements d'accueil situés en forêt domaniale sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Elle fait suite d'ailleurs à une convention précédente qui couvrait la période 2021-2023. Dans cette forêt façonnée par une gestion séculaire, il convient prioritairement de maintenir et d'améliorer la qualité des paysages et d'assurer la maintenance des équipements existants sur le fond domanial. Les travaux réalisés devront ainsi permettre de protéger la flore et la faune, offrant ainsi un cachet naturel préservé en cohérence avec le schéma d'accueil établi. Pour ce faire, la Convention programme pour les 3 années à venir prévoit les actions à mener sur le territoire de la forêt domaniale pour le territoire, encore une fois, de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Le programme d'action est planifié donc sur 3 ans et comporte l'entretien et la mise en sécurité des zones accessibles au public, la réparation et l'entretien du mobilier, le remplacement des ganivelles, le remplacement du mobilier obsolète. Le coût de l'ensemble de ces opérations est en moyenne de 10 800 € par an pendant chacune des 3 années portant sur laquelle porte cette convention. Ainsi, il vous est proposé d'approuver la participation de la commune pour l'entretien et l'aménagement de la forêt domaniale ouverte au public et d'autoriser Monsieur le maire à signer avec l'Office national des forêts la convention cadre définissant les modalités de cette participation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une convention qu'on passe tous les 3 ans. Oui. La dernière fois, on l'a passée pour un montant sensiblement le même, ce que je disais tout de suite dans l'oreille de Jean-François, parce que j'avais l'impression que ça n'avait pas vraiment augmenté, mais il me dit aussi qu'on avait du mal, enfin, entre guillemets, à dépenser toute cette somme pour l'entretien justement des accès aux forêts. Non, je t'en prie. Mais je me dis qu'avec l'érosion qu'on a et le climat qui devient un peu moins complaisant l'hiver, ça peut être intéressant d'avoir cette somme-là quand même. Je t'en prie. La question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a dans tous les aménagements un plan de sanitaire de déposer? Parce que c'est toujours un peu ce qu'on entend et on a toujours du papier qui reste très bien. Alors, l'ONF, jamais, enfin je pense que jamais, comme le conservatoire du littoral, c'était très compliqué, mais ne mettra, ça sera toujours une initiative communale. Ce ne sera pas dans une convention avec l'ONF, ça jamais. Et les toilettes, dans la forêt, non, je pense qu'il n'y en aura pas. On n'aura jamais le temps, enfin, je dis des bêtises. Et je vous rappelle que la piste cyclable dans la forêt, pour ceux qui étaient là, quand on a fait la piste cyclable dans la forêt, il y avait un arbre. Qui a posé un gros problème et qui a failli créer un incident diplomatique national entre la commune de la Faute-sur-Mer à l'époque et les services de l'État, parce qu'on avait osé, alors que cet arbre était aligné, enfin, on était censé couper, mais on avait une autorisation qui venait de l'État, mais pas de l'ONF.
Et là, c'est parti pour un arbre dans la forêt. Donc, c'est une question de principe. L'ONF, voilà, je le dis tout le temps, c'est une administration qui ne se paye que sur la bête. C'est-à-dire que c'est la seule administration française qui paie ses agents avec la vente de ses produits. En fait, l'ONF, c'est un forestier. C'est un épique. C'est un épique. C'est un établissement public industriel et commercial. Et donc, à ce titre, il se finance que par sa production. Et on ne touche pas à la production de l'ONF. Et on ne va pas faire ce qu'on veut sur le territoire de l'ONF. S'il faut vous rappeler l'histoire du casino, notre casino. On a été obligé de rendre des terrains, d'ailleurs on me demande encore depuis 45 ans, c'est un héritage de ton papa, 50 ans, 60 ans, c'est presque 60 ans où on nous demande encore de rendre des terrains parce qu'on a construit sur une partie, le casino sur une partie du foncier de l'ONF. Non, c'est compliqué. Il n'y aura jamais de toilettes dans la forêt. Sur la maison forestière. Sur la maison forestière, il y a des toilettes? Non, il y avait le casino a été fait. Oui, ah oui, oui. Où était oui. la maison forestière? À l'époque. Voilà. Et Nicolas travaille sur la mise en place de plusieurs sanitaires sur la commune, un peu plus chaque année, qui vont offrir ces services de manière plus accentuée. D'ailleurs, régulièrement, hein, on en ajoute. Oui. On peut ajouter que dans les projets du conseil municipal des enfants, il y a installé des nichoirs. Il en était prévu 2 le long du bord de la forêt, mais côté ouest, donc sur la forêt domaniale. Il a fallu écrire, et, monsieur le maire, vous avez signé une lettre dans ce sens au responsable de l'ONF, et le responsable de l'ONF a donné un avis positif en argumentant sa lettre de façon extrêmement pédagogique, parce qu'elle était adressée à mesdames et messieurs les conseillers du conseil municipal des enfants, mais montrant qu'à quel point la frontière était bien à respecter. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer en voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et maintenant, je vais demander à Bruno Bouvard de parler un peu de finances, notamment de l'affectation de résultats 2023. Oui, plein de choses très intéressantes. Ah oui. Voilà. Donc, oui, donc je rappellerai une délibération 240236 portant sur l'affectation des résultats 2023 du budget général. Alors, il y a eu une erreur dans la transmission par la trésorerie des résultats du CIVU. Le CIVU, c'était à l'époque, avant la fusion, ça a été dissous parce qu'il n'y avait plus d'utilité de gestion commune entre l'Aiguillon et la Faute. Donc, en effet, en excédent d'investissement, il fallait reprendre la somme de 861,09 € et non 27,51 €. C'est un petit écart qu'il faut qu'on réintègre dans le budget général. Donc, on va procéder à cette réintégration. On rappelle qu'en section investissement, budget général, on avait 2 444 993,10 en fonctionnement, et il y a une petite erreur, 3 314 855,78, et non pas 33 millions, en investissement, avec un solde de reste à réaliser de 521 602,85 €, donc auquel on va ajouter les résultats du CIVU, les trésoreries de Moutier-les-Mauffets, en excédent de fonctionnement 2038,25 €, en excédent d'investissement nos 861,09 €. Donc bon, on va procéder au vote. Il y a des observations, des questions? Non. Des abstentions? Non. Tout le monde est pour? Oui. Donc, avis favorable sur cette proposition. Donc, en recette, on aura donc nos 2 444 993,10. Dissolution du CIVU, donc nos 2038,25, soit un résultat global de 2 447 031,35, je suis en train de faire le calcul. En recette d'investissement, la somme de 3 314 000, au reste, auquel on ajoute les 861,09 €, ce qui nous fait 3 315 716. Parfait. Voilà. Ensuite, une autre décision modificative sur le budget général. Donc, on modifie un peu quelques sections au niveau du fonctionnement. Hein. Bon, vous voyez une, c'est on va baisser l'électricité. Je pense que c'était pas celle-ci d'Ève qui avait surévalué, qui nous a remis un petit peu
des prévisions sur les consommations énergétiques. Donc, bon, la baisse de 3 000 €, ce qui permet de compenser une annulation de titres, hein, c'est ça. Les gens qui ne payent pas, c'est ça. Et puis, il y a un éclatement des postes des charges de personnel avec des congés payés qui sont éclatés par rapport au personnel non titulaire. Donc, ce qui vient que bon, l'équilibre se fait en dépenses avec 0 € de dépenses supplémentaires. En section investissement, donc grâce au budget des ventes qui ont été affectées, hein, dont on vient de parler, on affecte des dépenses un peu plus détaillées, qui ne sont pas nouvelles parce qu'on en a un peu parlé, mais on les affecte de façon différenciée. Hein. Vous avez l'hébergement saisonnier au poste 21, au poste 23, l'aménagement du centre-bourg de l'Aiguillon, voilà. Du mobilier pour 20 000, d'autres matériels pour 30 833, c'est des reliquats d'achat. Le fossé du Levain, qu'on a vu se terminer, réseau de voirie, 120 000 €. Concession et droits de similaires, bon, bah, ça c'est des petites choses, dépenses validées en 2023, payées en 2024 pour 3 758 €. Des rénovations de la culture de la gendarmerie, de la salle de bibliothèque pour 53 000 €. Puis affectation de crédit, bon, on réduit qu'on dispatche pour 76 000 € en moins. Et donc le matériel de transport qu'on diminue pour 94 000 €. Ce qui fait qu'on a 250 591,58 € de dépenses affectées, et en recettes, on affecte nos 250 591,56 € grâce au produit de cession pour 249 000, c'est ça. Voilà, donc c'est bien qu'on équilibre donc en budget d'investissement nos dépenses et nos recettes. Je rappelle qu'on est obligé, nous les communes, d'équilibrer nos dépenses et nos recettes. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc on peut procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité. On poursuit. Donc, question 24 051, décision modificative pour le budget annexe assainissement. Bon, bah là, c'est encore une annulation un titre annulé sur des exercices antérieurs. C'est ça. Et ça, c'est une redevance d'assainissement qu'il faut compenser, hein, un peu moins que. Ça avait été sous-estimé là encore, hein, je crois, c'est ça. Hein, Plusieurs choses, il y a aussi des projets qui n'aboutissent pas sur les finances. Ouais, voilà. Donc donc on a en dépense nos 3 000 € de titres annulés, et en recette de l'autre côté, une redevance d'assainissement collectif supplémentaire pour 3 000 €, aussi bien que les postes sont donc équilibrés. Donc là, pareil, on procède au vote. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Pour? Ok, à l'unanimité. Décision modificative suivante sur le budget annexe du Banc-Quentin. Même chose, de l'annulation de titres sur exercice antérieur pour 2 700 €, pour 2 000 €, du divers en 611 pour 300 € en moins. En recettes, on met des recettes supplémentaires pour 1 700 €. Voilà, c'est ça. Voilà. Même chose. Donc, qui s'abstient? Contre. Et donc, approuvé à l'unanimité. Okay. Ensuite, une décision modificative sur le budget annexe du port. Donc là, le plus important. On parle donc là d'une dépense, plutôt une provision supplémentaire sur le budget du port pour un montant de 54 000 sur une créance, on va dire douteuse. Hein, voilà, c'est sur des loyers au niveau du budget du port. Donc c'est une provision qui date d'une décision qu'on avait prise en 2021, parce que je ne la trouvais pas moi sur les années précédentes. On a eu du mal, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Je ne savais pas à quoi ça pouvait correspondre. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est une entreprise qui est en redressement judiciaire, qui est en RJ, ça. C'est en plan de redressement, de toute façon, c'est ce que j'ai vu. On provisionne la dette qu'il y a, même si il paye. Il y a des rentrées qui arrivent là, en échéance. Mais c'est provisionné cette année, hein, alors qu'on aurait dû provisionner. Ouais, c'est 2021. Ah, on retrouve pénal. Ouais, c'est une décision de 2021, c'est ça, je ne trouvais pas la délite. C'est pour ça que je ne trouvais pas, je ne pas remonté.
Donc, ça fait donc une provision de 54 000 € avec des créances admises en non-valeur, ce qui est quelques petits titres annulés, donc ça nous fait 58 000 € en fonctionnement. Et en recette, on affecte des revenus des locations diverses pour un montant identique de 54 000 plus 4 000 de revenus d'immeubles, si bien qu'on équilibre ce budget du port. Voilà. Donc là encore, donc, qui s'abstient, provision de bien, je l'ai constaté. Qui est contre? Donc, décision à l'unanimité. Et ensuite, Ouais. Au total, c'est quoi? 59 Ouais, c'est 58. Ouais. Okay. Ensuite, on a au niveau du budget loisirs, on a une modification sur des reversements d'affectation en dépenses, des reversements de taxes de séjour à la fiscalité locale, donc pour un montant de 8 000 €. Des créances admises en non-valeur, on a encore des titres impayés pour 700 €. Ensuite, les produits à caractère de loisirs qu'on affecte dans le poste 70 pour 8 700 € pour nos équilibres de balance. Donc toujours la même chose, qui s'abstient, qui est contre, et donc ok, c'est bon. Et enfin, on a, ouais c'est ça là, ça c'est un peu plus... Ouais, donc il y a une annulation de titre au budget annexe du port à faire. Alors c'est sur un navire qui s'appelle le Carpe Diem. Dont on n'arrive pas à trouver le propriétaire, a priori. Donc, voilà, il y avait des pénalités qui avaient été émises pour retard de paiement, etc. Forcément, les pénalités ne sont pas plus payées, puisqu'il n'y a plus de... Voilà, qu'est-ce qu'on fait du bateau après? Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Il est au port à sec. Ouais. Donc voilà, donc on va donc affecter en remboursement cette somme voilà, pour affecter, pour regarder bien ce dossier compte tenu de l'absence de documents justifiant de la propriété du bateau, ne permet pas de mener des poursuites à l'encontre de l'intéressé et procéder à l'annulation des titres dus. Donc pour nos 1100 €, 59, et il devait être 3072,92 €. Le taxe d'occupation, ok. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Et voilà. Donc l'annulation, on pourra procéder à l'annulation des titres émis à l'encontre de M. Volonda, donc on avait bien un an, mais pour l'occupation du port par le navire Carpe Diem et au remboursement de la somme de 1100,59 €. Oui. Une première étape, parce que comme c'est parti, on va le mettre en cube. Bah oui, voilà, c'est ça. T'as pas un rond-point décoré? Oui. Alors, pour tout ce qui est ces choses-là, n'en parle pas. Non, je rappelle qu'un rond-point, il ne peut pas y avoir d'obstacle à un rond-point en principe. C'est-à-dire que le code de la route veut que si jamais on ne peut pas prendre le rond-point et qu'on va tout droit, il faut qu'il n'y ait rien qui arrête la voiture. Des fleurs, ce serait sympa, c'est très très beau, mais prendre un bateau au Belgique, c'est pas bien. Oui, il y avait un. Il y avait des arbres, on a vu tout. Alors, on va demander à Jean-François de proposer la prochaine délibération, notamment l'adhésion à l'organisme extérieur Village et Ville des Sages. Merci. Alors, vous savez que l'équipe municipale actuelle, quelques autres avant, est attachée au principe de participation des habitants à la vie de la commune et entend mener, conformément à son projet municipal, une politique de citoyenneté active, de dialogue et d'échange avec l'ensemble des habitants de la commune. Dans cet esprit et conformément à la possibilité qu'on donne le Code général des collectivités territoriales, article L 2143-2, l'équipe municipale a créé une instance consultative nommée Conseil des sages, conformément au concept et à la méthodologie définie par la Fédération française du village des villes sages, qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis une trentaine d'années
et que notre commune est appelée à rejoindre pour bénéficier du droit d'usage des marques et outils de cette fédération et de son expertise. Peut-être un tout petit mot d'historique, car la Vendée est un peu concernée. L'idée des conseils des sages est le fruit d'une amitié qui existait entre Jacques Auxiette, maire de La Roche-sur-Yon, et Kofi Yamnian. Vous vous souvenez peut-être que Kofi Yamnian était originaire du Togo, je crois me souvenir, et est venu en France, fait naturalité, je crois, a été ministre et maire de la commune de Saint-Coulitz, une très grande commune en Bretagne. Et lorsqu'il a voulu répondre aux discussions qui avaient lieu dans sa commune, pas toujours fraternelles, il a proposé qu'il y ait un arbre à palabres, comme chez moi, disait-il. Et effectivement, il a ainsi, en rencontrant Jacques Auxiette, il est arrivé au concept de Conseil des sages, qui, petit à petit, a créé une fédération, et laquelle a son siège à La Roche-sur-Yon. Et il est proposé donc à votre délibération d'adhérer à la Fédération française Villages et Villes Sages pour un montant de cotisation pour l'année établi à 320 €, de donner à M. le maire suite à cette décision et à signer tout document se rapportant pour celle-ci, enfin, de désigner pour participer aux assemblées générales de cette fédération un élu titulaire, un élu suppléant et 2 sages. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On va passer à une nouvelle délibération, celle de la création de postes avec mise à jour des tableaux des effectifs, parce qu'en effet, on a constaté une situation au pôle enfance qui, à partir de septembre prochain, il va nous manquer vraisemblablement d'abord les agents communautaires qui travaillaient au sein du pôle enfance. Et après avoir fait une analyse des besoins, on s'est rendu compte qu'il fallait remplacer cette mise à disposition de l'agent communautaire par un renfort périscolaire, et notamment parce qu'il y a des extensions d'horaires d'accueil du matin, etc. Et donc on a calculé qu'il fallait 918 heures par an. Ça permettrait de répondre aux demandes des familles et ainsi de maintenir la qualité des services à la population. Et ce service nécessiterait donc la création d'un poste à temps non complet de 19h30 dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation à pouvoir à compter de la rentrée scolaire de septembre. Alors je vous propose de prendre en compte le nouveau tableau des postes et emplois à compter du 1er septembre 2024, d'approuver la création d'un poste de cadre d'emploi des adjoints d'animation de grade d'adjoint d'animation au grade d'adjoint d'animation principale première classe à temps non complet, 20-35e, et d'approuver la modification du tableau des effectifs joint en annexe à compter du 1er septembre prochain, et puis d'inscrire les crédits nécessaires au budget et de m'autoriser à signer tout acte y afférent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour les enfants. Autre création de poste pour un accroissement saisonnier, pour cette fois-ci, et pour la sécurité. Je vous rappelle qu'en raison des besoins liés à la période touristique, il y a lieu de créer plusieurs emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier. Je rappelle que lors de la séance du 19 février 2024, le conseil municipal a adopté la création de 30 postes saisonniers ou temporaires pour le bon fonctionnement de la station touristique pendant la période, la saison. Et à la suite d'un point qui a été fait sur la sécurité des plages, il a été proposé de revoir les périodes de surveillance initialement validées du 1er juillet au 31 août et de créer un nouveau poste de secours à la plage des Amourettes. Alors, pour ce faire, je propose... non? C'est parce qu'on a décrit, en fait, on a dit qu'on l'expérimentait. Oui, mais si vous voulez, il faut bien le créer. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis pas Isabelle pour le conseiller. D'accord. Excuse-moi. Donc je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Et donc je disais que je proposais au Conseil de revoir le tableau des emplois saisonniers avec la création d'un poste saisonnier supplémentaire de surveillant baignade, soit 15 postes au lieu de 14,
Donc pour le coup, il faut bien le créer, même s'il est expérimental. Et d'ouvrir des postes de secours les week-ends du 22 et 23 juin, 29 et 30 juin, et 7 et 8 septembre. C'est-à-dire d'ouvrir les secours avant et après. Parce qu'on s'est quand même bien rendu compte que, sans aller sur les ailes de saison, mais on a beaucoup de monde un peu avant et sur certaines dates et un peu après. On va aussi ouvrir des postes de secours en saison du 5 juillet au 1er septembre. Et par ailleurs, il y a un poste au service de police municipale qui a été créé pour la période du 1er juillet au 31 août, et dans un souci d'harmonisation des plannings, et notamment pour la constitution des équipes, je propose de modifier la durée du contrat, je parle de policiers, à savoir du 1er juillet au 15 septembre. Voilà, donc il vous est demandé d'accepter la création de 15 postes pour accroissement saisonnier pour la sécurité des plages, au lieu de 14, pour la période des week-ends 22-23 juin, 29 et 30 juin, et la saison estivale du 5 juillet au 1er septembre 2024, conformément à un tableau qui sera annexé. Et puis la durée du poste saisonnier en police municipale devra donc, comme je le disais, être modifiée du 1er juillet au 15 septembre 2024. Et puis aussi, je vous demande de m'autoriser à signer les contrats de recrutement correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Puis là, on va partir sur un recours d'apprentissage. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'est un contrat d'apprentissage? Je vous rappelle? Ouais, peut-être, non. Un contrat d'apprentissage, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, ce qui leur permet de suivre une formation générale théorique et pratique en vue d'acquérir un diplôme d'État. Ça peut être un CAP, un bac, un BTS, une licence, un master 2. Et comme ça, le jeune acquiert des connaissances dans une spécialité et peut les mettre en application au sein d'une illustration. Et le but, c'est que ce soit de la nôtre. Donc le dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour nos services, compte tenu des diplômes préparés et surtout des qualifications qui sont requises. Et l'idée, c'est que l'apprenti bénéficie du statut de salarié et perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de la formation qu'il a décidé de suivre. Et donc, dans notre cas, on a besoin, au sein de nos services, on a des besoins qui ont été identifiés, et notamment pour le pôle communication, un poste, et pour le pôle population, un autre poste. Donc, ça fait 2 postes. Pour le pôle communication, le diplôme préparé serait un master ou un bachelor en communication et stratégie digitale. Et pour la population, pour le pôle population, ce serait en recherche d'un masterisé ou quelqu'un qui veut être masterisé ou bachelorisé dans le métier de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la formation pour le premier en communication, c'est 1 ou 2 ans. Pour le second, c'est 1 année. Et donc, l'idée est d'aller chercher ces jeunes, de recourir au contrat d'apprentissage, décider que dès lors que les entretiens auront été concluants, de passer à compter de la rentrée de septembre 2 contrats d'apprentissage, conformément au tableau, je ne sais pas s'il est dans mon dos, Fabien, tu viens de le mettre. Et donc, l'idée aussi est d'aller chercher les crédits nécessaires qui devront être inscrits au budget et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires. De mémoire, j'avais lu qu'on avait déjà été lauréat désigné pour une formation subventionnée à hauteur de 9 000 €. C'est ça? Un premier financement pour pour un Master 2 au choix. Voilà. Donc, Master 2, non, j'ai dit pour un Master. Oui, Master, Bachelor. Bon. Voilà. L'idée pour cette partie des besoins, c'est plutôt d'aller chercher quelqu'un de complètement formé, c'est d'aller chercher un jeune qui, lui, cherche à être financé aussi dans ses études, puisqu'il y a une partie qui est à la charge de la communauté, de la commune, et de l'accompagner. Il faudra aussi un maître de stage pour chacun d'eux, pour un maître d'apprentissage, excusez-moi. Mais je trouve que c'est un bon moyen pour l'avoir déjà pratiqué. On voit que, on forme des personnes
ils sont eux-mêmes formés de façon théorique dans les écoles, et généralement on garde des compétences à la maison qui font du bien. C'est la question. Ouais, c'est ça. Parce que le risque, c'est tout le temps, ça part très vite. Donc voilà. Et on a un vrai besoin, autant en communication, autant pour la population. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et maintenant, je vais passer le micro à... Je dis où tu peux, s'il te plaît, à Dolores. Alors, je présente par mon conseil municipal la convention d'objectifs entre le département de la Vendée, la commune et la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. Cette convention détermine le rôle de l'une et l'autre de ces collectivités et fixe les engagements réciproques et concertés des parties pour une période de 5 années. Donc nous avons reçu une pièce jointe que vous avez eue. Donc qui est pour? Oui. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Dolores. Donc tu m'autorises à signer la convention d'objectifs entre le département de la Vendée, la commune et la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. C'est parfait. Jean-François Girard, peut-être combien de commissions, Jean-François Girard? C'était partout là. Maintenant, c'est la santé, c'était l'environnement, c'était les sages. Et se sont entendus pour en construire une sur le territoire de ces communes. Elle en a confié le pilotage au CIVOM. Le CIVOM, syndicat à vocation multiple, était l'instance où les deux communes travaillent ensemble, déjà d'ailleurs sur l'assainissement, déjà sur la caserne des pompiers. Il y avait les pompiers, l'assainissement et le journal, le truc des associations. Les trait d'union. Le trait d'union et les associations. Voilà. Et donc, les deux communes ont ajouté dans la corbeille du CIVOM la construction d'une maison. Elle a fait appel, après appel d'offres, à un architecte local, presque, et a obtenu, en construisant le projet, que ce projet de 1 250 000 soit couvert à 72% par des subventions. Le reste, bien sûr, étant apporté par le CIVOM, mais c'est l'intérêt. Cette maison de santé, elle est communale. Et de fait, après la fusion, elle est devenue, le CIVOM a été dissous, et elle est devenue propriété de la commune. C'était un premier point. Deuxième point, il a été décidé que l'exercice des professionnels de santé, des professionnels de santé, car si vous l'avez utilisé, il y a des kinés, des infirmières, une sage-femme, et puis deux médecins, une ostéopathe, oui, et des pédicures podologues. Et ils sont tous à exercice libéral. C'est un choix qu'on a fait, un choix politique, et je crois que malgré les difficultés pour recruter certaines professions, médecins bien sûr, je crois qu'on ne regrette pas. Et donc, compte tenu du point de départ, il est nécessaire d'avoir toute une adaptation à l'arrivée du docteur Vittor. Je reviens sur la situation actuelle. Et il est proposé donc de résilier le contrat de location de Mme Cellier pour un... Excusez-moi, je trouve que tu oublies quelque chose, si je peux me permettre. Oui, oui, bien sûr. Tu oublies de dire qu'on n'a pas simplement construit un toit et des murs. On a construit un projet de santé. Je pense. Ben moi je le dis parce que c'était la première fois qu'une commune créait un projet de santé à la dimension d'un territoire de santé qui allait au-delà de nos deux communes. Puisqu'on a accueilli aussi, on a été considéré en tous les cas comme étant un point de santé pour plusieurs communes. Et de mémoire, c'était pour 5. Et donc, il fallait respecter justement ce projet, il a fallu le monter avec les professionnels. Je me rappelle que tu étais à la manœuvre. Il a fallu aller voir les universités. C'était pas le job d'une commune. À la limite, qu'une commune mette
un toit et des murs et achètent de l'immobilier pour faire de la location, après, pourquoi pas? Mais ça, tous les maires de France le font et ils n'ont personne dans leur maison de santé. Nous, on a été monter une maison de santé avec un projet de santé. Et c'est toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai projet de santé ici. Donc c'était juste ce que je voulais dire parce que ça a permis d'aller chercher des financements qu'on n'aurait jamais eu. Ça a permis de mettre un drapeau sur la maison de santé pour dire que ici c'était un vrai outil de santé et mine de rien l'ARS l'a considéré. Et c'est pour l'avenir en tous les cas. On l'a bien vu, c'est hyper structurant pour le territoire. On parlait tout à l'heure du plan local d'urbanisme intercommunal. On a parlé du SCOT. Et à chaque fois maintenant, quand il y a une commune où il faut mettre non mais ça, il faut quand même leur donner ça, il faut quand même leur donner ça. Je pense que la santé de l'Aiguillon-la-Presqu'île est un des outils qui fait une polarité chez nous. C'est-à-dire que regardez les planifications et les cartes de la communauté de communes, à chaque fois, il y a l'Aiguillon-la-Presqu'île. Il y a un rond, que ce soit pour l'économie, pour le développement social, pour favoriser l'habitat, etc., etc. Donc je pense que ça a contribué au-delà de la santé à la structuration d'une vraie polarité sur notre territoire communal. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que c'est pas simplement, on n'a pas fait simplement une promotion immobilière. L'existence du projet de santé validé est une condition sine qua non. L'ARS a Son financement, on n'aurait jamais eu l'argent. On n'aurait jamais eu. Voilà. Le territoire dont tu as parlé, c'est les 5 communes que sont l'Aiguillon-la-Faux, l'Aiguillon-la-Presqu'île, c'est Saint-Michel, Grue et Saint-Denis-du-Péret. Ça fait 6000 habitants. Et 6000 habitants, effectivement, le manque de médecins est cruel, puisqu'il n'y a aucun médecin à Grue, à Saint-Denis, qu'il y en a un qui est en train de fin de parcours à Saint-Michel, et que dans sa clientèle, le précédent médecin, avant Christophe Deschamps, avait 20% d'habitants de Saint-Michel dans sa clientèle. Ouest France, que j'ai eu au téléphone, que j'ai vu n'importe quoi, je les ai vus tout à l'heure en rendez-vous, me disait qu'il voulait savoir quand est-ce que le docteur Vuittor arrivait. Ils ne font jamais d'article pour l'arrivée d'un médecin. C'est un principe chez Ouest France. Et là, ils considèrent qu'il y a un tel besoin de médecins que là, ils m'ont demandé quand est-ce qu'il est arrivé pour faire l'article. Voilà, c'est juste pour vous donner l'importance de cette maison de santé. Donc, pour conclure, la délibération qui vous est soumise donc, consiste à permettre un nouveau contrat pour Mme Cellier, un nouveau bail pour l'occupation d'un bureau, de passer un bail avec le docteur David Vuittor pour l'occupation d'un bureau et pour que la durée des baux soit fixée à 6 années, ainsi que l'intégration du forfait téléphone au prix du loyer. Parfait. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et je vais demander à Nicolas de tenir la dernière délibération de notre conseil municipal. Ah non, non. Ok. L'avant-dernière. Pour nous parler d'un avenant, notamment au marché des travaux d'aménagement du centre. Cette question porte sur les travaux d'aménagement du centre-bourg de la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Je vous indique qu'au cours de l'exécution des travaux, des modifications ont été suggérées à la demande de la maîtrise d'œuvre. Des avenants sont présentés au conseil municipal afin de permettre la mise en œuvre de ces travaux complémentaires. Je vous présente l'avenant au lot numéro 2, aménagement paysager. Avenant numéro 1, modification des prestations. Densification des plantations. Remplacement du mobilier urbain par du mobilier bois. Fourniture et pose de ganivelles bois. Création rehausse de jardinière place du docteur Giraudet. Je vous rappelle que le lot numéro 2 est attribué par délibération numéro 22-09-132 en date du 20 septembre 2022 à la société ID Verdé pour un montant de 51 268,70 € hors taxe. Je vous indique que cet avenant n'a pas d'incidence financière. Vu les articles R 2194-8 et R 2194-9 du Code de commande publique,
Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les avenants et à les notifier aux entreprises. Bon, passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pour, contre, question? C'est du temps pour, contre. Alors, c'est pour et contre, mais... Bon, alors, est-ce qu'il y a des pour? Est-ce qu'il y a des contre? Merci. Super. Merci beaucoup. Juste vous dire que c'est eux qui ont planté, cher Jean-François, notre arbre de message, place de la mairie, plein milieu. Et il y a des bancs. Voilà, donc tu diras aux sages qu'ils peuvent aller avec. Juste un compte rendu des décisions prises sous délégation. Alors c'est quoi les décisions prises sous délégation? C'est des décisions que je prends moi, et qui n'ont pas besoin du conseil municipal pour que je les prenne, mais j'ai décidé, nous avons décidé, que vous les entendrez maintenant systématiquement. Comme ça vous permet de savoir ce que je décide aussi. Donc on a eu besoin, pour le centre nautique, de prêter un véhicule au centre nautique. Donc c'était le 16 avril 2024, je vous en parle. C'est le 23 avril 2024 au niveau des services de voirie pour un montant de 56 520 €. On a donc eu une prestation de service d'entretien des trottoirs avec, on a payé pour l'instant, mais on n'est pas servi. C'est copieusement allumé par la population. Je rappelle, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Il fait 20 degrés, à peu près, tous les jours. Il pleut à peu près tous les jours. Et on est en période où tout pousse vite. Regardez vos propres jardins. Pour ceux qui ont des bambous, les bambous ont dépassé de 2 mètres les anciens bambous l'année dernière. C'est particulier, on le sait comme ça, etc. En même temps, on n'a que 3 agents. Pour les espaces verts, pour chacun des 2 sites. Donc, 6 personnes qui passent leur temps à tondre, à passer le fil, à ce que nous, en plus, parce qu'avant, nous avions le droit au phyto, et maintenant c'est fini, donc il n'y a plus de chimique, et les gars n'arrêtent pas de passer le rotofil, et le rotofil n'arrête pas aussi, parce que quand vous multipliez ces heures de rotofil, il y a toujours une pierre qui prend un fil, et qui s'en va soit pour bousiller une latte de PVC de portail, ou même de parents. Et donc, les gars n'arrêtent pas. Moi, quand je lis, ville abandonnée, etc., mais première chose, je rappelle à ceux qui disent ça, s'ils habitent la commune, parce que souvent ce sont des gens qui n'habitent pas la commune, c'est que la loi, depuis Napoléon, demande à ce que chaque pied de mur soit entretenu par son propriétaire. Donc déjà, cette première étape serait intéressante d'être suivie. La deuxième, c'est que nos services sont à la manœuvre non-stop. Et il n'y a pas de préférence de rue, non. Il y a un plan. On commence par le nord, on finit par le sud. On commence par le sud, on finit par le nord. On commence par l'est, on finit à l'ouest. On commence par l'ouest, on finit par l'est. Mais il n'y a pas de plan de préférence. Aucune préférence. Et ça, c'est un sujet qui m'agace de plus en plus, que ces personnes qui râlent prennent leur voiture, aillent à Saint-Michel, aillent à Trièze, aillent à Luçon, aillent en Indre-et-Loire, et voyagent un peu, ils verront que c'est partout pareil. On a à vivre avec du végétal, plus qu'avant, parce qu'on ne pourra pas payer nos gars à faire que ça, c'est pas possible. Et si les gens trouvent que l'herbe, c'est sale, qu'ils aillent en ville. Mais sincèrement, nous sommes dans la ruralité, on essaiera de faire le maximum pour rendre sains et véhiculables les trottoirs, parce que c'est tout ça qui m'importe, que les personnes qui peuvent être à mobilité fragile ou réduite puissent ne pas tomber à cause de modes d'herbe ou des trucs comme ça. Mais il faut arrêter, quoi. Les gars et les décisions municipales et les directions des services font tout leur possible pour essayer de lutter contre un souci nouveau qui n'existait pas, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de chimique, il faut faire ça. Et c'est très compliqué.
Autre décision que nous avons eu à prendre, c'est pour la requalification urbaine du port et des abords du plan d'eau. Vous savez que vous avez pu voir de partout, on a un vrai projet, un grand projet. On a lancé un marché de maîtrise d'œuvre, et c'est Atelier 360 qui fait la manœuvre. Donc c'est un budget de 90 500 €. Pour toujours les services voiries, on a, je vous en parlais, 269 € qui sont partis pour l'indemnisation du sinistre véhicule. Hein, on vous dit un pare-brise, on vous dit un pare-brise. Non, c'est là un pare-brise, c'était. Mais ça se multiplie, c'est-à-dire que les assurances, aujourd'hui, qui n'avaient pas ce genre de sinistre à couvrir, sont passées. Je crois que c'est la. Je vous avais parlé du chiffre, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Enfin, c'est passé de 0 à 400% ou 500% d'augmentation de ce genre de sinistre où les pierres sont projetées à cause des rotophiles partout en France. C'est un véhicule? Oui, mais c'était quoi, un pare-brise? Je n'ai pas le détail. Ah, okay. Au niveau de, toujours en ma part, l'acquisition d'un quad pour les services techniques, il nous a coûté 6 039 €. Et puis, toujours pour le technique, le nettoyage de la mare, la sécurisation aussi des arbres dangereux derrière l'école, toujours du MAPA, on est à 11 546 €. Voici les décisions qui ont été prises depuis le 16 avril, qui étaient des décisions qui suivaient notre politique. Voilà, on a fini ces informations municipales. L'heure du jour étant épuisée, la séance est maintenant levée.